Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat public. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos débatteurs et nos invités, avec les derniers réglages de la Commission électorale nationale autonome. Et bien ce soir, coup de projecteur sur la vie des partis politiques ayant une existence légale en République du Bénin. À ce jour, ils sont au nombre de 13, mais ont pour la plupart du mal à véritablement répondre aux exigences fonctionnelles de la charte des partis. Le contenu du rapport de la Commission électorale nationale autonome au titre de l'année 2023 rend compte des manquements aux obligations prescrites par la loi. Alors, des questions. Qu'est-ce qui peut expliquer les constats énumérés? Le rapport vient-il comme une pression de la Sénat sur ces partis afin qu'ils se mettent au pas pour continuer d'exister avant les élections générales de 2026? Les partis politiques ont-ils les moyens de se rattraper et ce, dans quelle proportion? Des constats faits aux réalités de terrain. Le grand rendez-vous lance le débat. Dans un petit instant, l'édito et les points de vue du plateau d'analystes du grand rendez-vous sur la situation critique de certaines formations politiques pour non-respect des obligations prescrites par la charte des partis. Débat à suivre avec notre juriste, expert et consultant Martial Tiburce-Zanon, professeur de droit des universités. Nous verrons si le contenu du rapport sur l'existence fonctionnelle des partis est une preuve d'incapacité pour les partis à répondre convenablement aux exigences de la charte. Et sur la liste des noms non règles figure le parti Restaurer la confiance. Son président, Irénée Agossa, est notre invité. Que devient sa formation et la position sur l'échiquier politique béninois? A-t-il vu sur les prochaines élections générales et comment s'y prépare-t-il dans un contexte où les acteurs politiques semblent ne pas se préoccuper des échéances à venir? Parole à l'invité en toute franchise. C'est le grand rendez-vous. Bienvenue chez nous. Sur le grand rendez-vous, le point de vue de chacun compte. Et dans un instant, les discussions avec nos analystes plateau. Hamza Tablaï, bonsoir. Consultant politique et géopolitique, spécialiste relations internationales et diplomatie, merci d'être là. Omar Sanouf, à vos côtés, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. L'édito, dans un instant, avec vous. Et de ce côté, nous avons Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Et merci, bienvenue. Rédacteur en chef du journal Le Matinal. Et puis, vous êtes avec nous, Bogar Koupaki, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les amis du Canal 3 Bénin. Voilà, vous êtes enseignant, chercheur, analyste. Merci de répondre à présent à notre invitation. Oui, Omar Sanouf, ils sont 13 partis politiques détenteurs d'une existence légale en République du Bénin, et ceux dans les registres du ministère de l'Intérieur, mais ils ne sont pas tous de bons élèves dans le respect des prescriptions légales. Voilà, j'y arrive. Oui, Christian, les réformes politiques entamées depuis 2016 ont donné naissance à un nouveau format du système partisan au Bénin. Les partis politiques, instances privilégiées d'expression politique, ont depuis lors retrouvé un nouveau visage et font face à de nouvelles exigences. Quel est le nouveau visage des partis politiques au Bénin? Que dire des nouvelles exigences? Comment chefs de parti et militants vivent-ils la nouvelle donne politique? Le code électoral et la charte des partis ont corsé les conditions d'existence des partis politiques. L'idée première derrière cette disposition était, selon les initiateurs, de limiter le nombre de partis politiques pour inciter à constituer de grands ensembles d'envergure nationale afin d'éclaircir le paysage politique et de donner un visage plus sérieux au système partisan. Dans la mise en œuvre, à ce jour, seuls 4 partis sont représentés dans les instances électives que sont l'Assemblée nationale et les conseils communaux et municipaux. Pourtant, dans le registre du ministère de l'Intérieur, on compte bien plus de partis politiques régulièrement constitués conformément aux dispositions en vigueur. Dans une récente mission de contrôle et de suivi,
La Sénat, Commission électorale nationale autonome, a fait l'amer constat selon lequel plusieurs partis, pourtant détenteurs du récépissé définitif, n'obéissent pas aux nouveaux principes d'existence fonctionnelle tels que voulus par le législateur. C'est ça l'autre visage du paysage politique au Bénin. Mais pouvait-il en être autrement dans un contexte où l'aide de l'État aux partis politiques n'est réservée qu'à ceux ayant des élus? Dans les pays de modèle démocratique, la chance de compétition politique est donnée à tous sans pour autant ouvrir le champ aux partis fantômes et inutiles. Et si le législateur ouvrait une brèche pour offrir une chance de suivi et d'expression aux partis selon qu'ils aient d'ancrage dans une circonscription électorale ou selon qu'ils soient indépendants, d'envergure communale ou départementale? Les réformes, c'est bien. Prendre l'exemple sur les autres, c'est ambitieux. Mais il serait mieux qu'en partant de notre contexte et de nos réalités, nous construisions nos modèles propres pour, à notre tour, servir d'exemple aux autres. Voilà. Merci à vous, Omar Salou. C'était donc l'édito, votre réflexion sur ce sujet. Et chers messieurs, le débat est ouvert, vos points de vue. À partir de cet instant, un petit résumé à cette date de 2023. On connaît le nombre exact de partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Ça fait un total de 13. À côté, il y a eu cette mission de suivi et de contrôle de la Sénat. Et nous voilà face aux dessous de nos formations politiques légales. Bogra Koupaki. Merci beaucoup. Je crois que c'est le moment de remercier les réformes politiques. Le président Patrice Talon qui a voulu rompre à un moment donné avec les partis claniques, les partis dans les sacs, et puis qui a permis d'arriver aux réformes, surtout l'achat des partis politiques, qui nous a conduit au système partisan qui donne une certaine possibilité d'avoir les partis nationaux, et qui donne également respect à ce qui est écrit au fronton de notre République, une fraternité, une justice, et puis dans le travail. Je pense que le rapport de la Sénat, ce que nous sommes en train de voir avec les inscrits au cahier d'or de la Sénat et puis les bons élèves, comme vous avez su le dire tout à l'heure dans votre note introductive, nous sommes en face d'une exigence et à voir 2018 à aujourd'hui avec l'expérience que nous avons eue, et puis le chroniqueur l'a martelé tout à l'heure dans sa chronique en rappelant combien de fois les partis politiques qui sont en course aujourd'hui pour parler de 4 formations politiques qui se retrouvent à l'Assemblée et puis les conseils communaux. On note clairement également que peut-être d'autres partis ont ce qu'il faut pour être légalement constitués à la Sénat, mais on constate que d'autres peinent encore à prendre. C'est là qu'il faut venir donc saluer le travail qui a été fait par la Sénat. On note également une certaine exigence, une certaine rigidité dans l'application de la loi. On ne peut pas faire marche en arrière parce que ces réformes ont été saluées à l'époque pour dire qu'il faut se mettre ensemble, il faut travailler. Lorsque vous voulez faire une marche aussi singulière, vous avez toujours des difficultés sur le chemin. Donc, la Sénat a félicité ceux qui sont à jour, encourage ceux qui ne se sont pas pour faciliter également le travail qui se fait. Et je pense que ces réformes, on doit pouvoir aller jusqu'au bout pour permettre à ce que le Bénin décolle une fois pour de bon. D'accord. On va poursuivre nos analyses d'abord avec vous, Hamza Tablaï. Oui, ce travail effectué par la Commission électorale nationale autonome, comment l'appréciez-vous? D'abord, avant qu'on aille en profondeur, pour parler des constats relevés. J'allais parler d'un rapport cosmétique, mais je ne vais pas le faire. Vous savez, je peux juger ou faire mon analyse sur la forme et le fond de ce rapport. Quand vous prenez la forme de ce rapport, c'est techniquement 24 pages. 24 pages dans une dizaine, réellement, si on exclut la première page et l'avant-propos, qui sont uniquement concentrés sur la pertinence et le fond même du sujet.
Je trouve que en termes de mettre en place les mécanismes réels pour nos institutions, pour qu'ils aient l'outillage et l'appareil essentiel, on pêche toujours à faire les bonnes choses et à prendre les meilleures décisions. Je le dis pourquoi. Ce rapport est signé en date du 24 janvier 2024. Nous sommes en septembre 2024. Et vous voyez, il y a une sorte de célérité toujours au sein de nos institutions. C'est très bien de dire on a des tests, on a des institutions, mais il faut constater qu'il y a une célérité au sein de nos institutions. Et comment juger la crédibilité d'une institution si elle-même est lente, si elle-même n'applique pas ou parfois à son niveau ne fait pas une introspection à son niveau. Donc ça pose un problème de forme qu'il va falloir corriger. Par rapport au fond, il n'y a pas grand chose à dire dans la mesure où on connaît déjà le problème des partis politiques. Les partis politiques, mis à part les grands partis politiques qui ont une existence réelle à l'Assemblée nationale et qui sont parfois cooptés par la mouvance, la famille, la mouvance politique, mis à part ces partis, le reste des autres partis, malgré une existence juridique, malgré des tests du ministère de l'Intérieur qui approuvent, qui reconnaît leur existence, malgré tous ces tests, eh bien, dans la réalité, c'est beaucoup plus dur pour ces partis d'exister. D'accord. Sur deux fronts. Oui, on reviendra. Je termine rapidement là-dessus. Sur le premier fond, c'est par rapport à la question idéologique. Quel est l'apport en réalité du ministère de l'Intérieur, du système, pour pouvoir le faire cet appui? Et ensuite, financièrement, parce que vous ne pouvez pas exister, vous ne pouvez pas mettre en place des bureaux départementaux sans moyens financiers. Et on peut aussi dire d'une certaine façon que c'est un blocage à double niveau qu'on pourrait détailler plus tard parce qu'elle implique également les préfets, elle implique également les préfectures, j'allais dire, mais également le ministère de l'Intérieur lui-même. Donc je pense que c'est des choses qu'il va falloir. Oui, moi je ne suis pas beaucoup surpris de ce que la Sénat ait pu relever des incohérences, des failles dans le système, le mode de fonctionnement des partis politiques. Parce que la mission avait, la descente de la Sénat avait pour objectif de vérifier l'existence fonctionnelle des partis politiques, des organes de ces partis politiques. Et c'est une attribution de la Sénat, ce n'est pas une descente d'une balade de santé ou une descente de fantaisie, contrairement à certains temps de croire. Je partage un peu l'avis de Hamzat qui disait que bon, on a un peu trop attendu parce que pour une mission qui a été diligentée, je crois, du 18 au 23 novembre 2023, c'est pratiquement 10 mois après qu'on vient livrer le contenu. Le contenu qui tient sur 24 pages. En termes de crédibilité, heureusement que bon, on connaît un peu l'institution pour quand même le sérieux commun dans le travail qui se fait. Et donc, je me dis, notre classe politique a encore du travail. Les gens ne sont pas prêts à intégrer pleinement l'esprit de la réforme. C'est tout à fait désolant comme constat. Je me dis, aujourd'hui, on ne peut pas être en train de créer des partis politiques pour la forme, juste pour le besoin d'exister. On sait une formation politique, c'est animer la vie politique, mais aussi et surtout œuvrer à la conquête et à la gestion du pouvoir. Je me demande combien de formations politiques sont dans cette logique aujourd'hui. Parce que si vous n'avez même pas de siège, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'organe qui vous permettra d'avoir un certain maillage au plan national, d'encadrer le territoire et donc d'utilement capter les suffrages des électeurs, c'est comme si vous n'existez pas. Or, l'une des philosophies de la réforme du système partisan qui a pour ambition de clarifier le paysage politique, c'est de permettre aux partis d'avoir une assise au plan national, des partis vraiment représentatifs. Et là-dessus, moi, je ne vais pas dire que la réforme a échoué, mais que nos acteurs politiques ne sont pas prêts à intégrer pleinement cette réforme-là. Et c'est un constat désolant. Moi, je pense que ce rapport-là prouve à suffisance que nous ne sommes pas encore prêts, qu'il y a des gens qui peut-être sont encore tirés vers les anciennes mauvaises habitudes que nous avons encore portées avec le temps. Vivement que le ministère de l'Intérieur prenne le son. Allez-y. Vivement que le ministère de l'Intérieur prenne acte du rapport qui visiblement lui sera produit, parce que la Sénat, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a pas compétence à prendre, à tirer des conclusions ou bien à sanctionner ou à retirer l'existence juridique au parti politique. Il appartient au ministère de l'Intérieur qui a prérogative à délivrer le récépissé à le faire. Justement, lorsqu'on
on fait le point, on regarde un peu ce que soulève ici le chroniqueur ce matin, c'est qu'il présente le vrai visage de nos formations politiques. Mais est-ce la faute aux formations politiques si ces constats sont relevés, ou peut-être la loi avec sa rigidité? Je me pose d'abord une question. Est-ce que c'était vraiment la meilleure réforme? La réforme du système partisan, d'accord. Mais est-ce qu'il ne fallait pas plutôt l'orienter dans un autre sens, en tenant compte de nos réalités, en tenant compte de notre manière ou de nos manières de faire notre politique chez nous, en tenant compte de notre contexte? C'est la question que je me pose. Les partis d'envergure nationale, les partis d'ancrage national, d'accord. Mais on a vu dans les autres démocraties des partis indépendants qui, avec des ambitions, ont d'ancrage dans une certaine circonscription, dans un certain périmètre donné, mais qui sont quand même représentatifs d'une certaine population. Est-ce qu'on ne va pas nous intégrer ça aussi pour voir un peu s'il ne faut pas circonscrire le lieu d'ancrage aux circonscriptions électorales selon le type d'élection? La présidentielle, on sait que c'est toute l'étendue du territoire national. Les communales et municipales, on sait que c'est dans les arrondissements. Pour les députés, on sait que les circonscriptions électorales sont au nombre de 24. Est-ce qu'on ne va pas aller dans cette formule-là et voir? Quand on regarde un peu les résultats du rapport, on se rend compte que plutôt que de dire que les politiciens ne sont pas encore prêts à s'intégrer à la réforme, on peut se dire qu'ils ont du mal à se mettre au pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui. Vous savez, quand un parti politique... se cacher derrière, on n'a pas les moyens pour quand un parti politique a des élus, par redevabilité, ces élus-là soutiennent le parti politique. Mais un parti politique qui n'a pas d'élus, mais qui a pourtant des ambitions, va faire comment s'il n'a pas de mécène politique caché quelque part? C'est un gros point d'interrogation, et je crois que il va falloir que le législateur se penche encore une fois sur cette loi-là pour voir un peu les conditions dans lesquelles on va la réadapter à notre contexte que nous avions l'habitude. Omar Salouf parlait tout à l'heure d'idéologie, il est allé peu loin, il a parlé de moyens, vous êtes revenu également sur la question des moyens, mais là, on peut faire une catégorisation. Nous avons des partis qui ont rempli les conditions qu'il faut pour bénéficier du financement public, qui aujourd'hui, on va réussir à faire un maillage sur l'étendue du territoire national, et de l'autre côté, des formations politiques qui existent, mais qui ne bénéficient pas du financement public. Est-ce qu'il faut revoir la chose de ce côté? C'est-à-dire donner, ne serait-ce que peu de moyens à ces formations politiques-là aussi, pour leur permettre d'animer la vie politique. Je pense que le débat peut se faire. Le débat peut se faire parce que dans le processus d'expérimentation, nous sommes arrivés quand même à constater que beaucoup ne sont pas dans la ligne de bénéficier du financement public. Mais le test de loi qui imposait le système partisan avec le financement des partis politiques était clair. Et puis, à l'époque, je me rappelle que les acteurs publics, les responsables plus haut niveau, disaient quand même, avertissaient les uns les autres de ce que si vous avez décidé de faire marche unique, il faut savoir que vous aurez des difficultés. Donc c'est sûr que les uns les autres ont pris la responsabilité de dire nous sommes capables. Et bien avant même ces réformes, il existait que la Sénat, par le truchement du ministère de l'Intérieur, faisait déjà ce travail-là. Ce n'est pas nouveau de contrôler l'existence légale d'un parti avec je dirais, les structures verticales, horizontales, départementales, structures de quelque niveau que cela devrait se trouver. Donc ce n'est pas nouveau. Cet aspect, par exemple, d'avoir les sièges départementaux, sièges nationaux, n'est pas nouveau dans le code actuel, mais c'est déjà là. Donc il y avait que ces mêmes acteurs qui ont changé de veste, puisque c'est les mêmes personnes qui avaient les partis politiques hier, qui se retrouvent, outre faire marche avec d'autres personnes, ou rester toujours seul, ou continuer la marche. Donc du coup, ils savaient bien. Et ce que Gabin disait tout à l'heure, c'est que il y a une volonté
politique, je dirais même négative, à ne pas remplir certains critères. De l'autre côté, il y a aussi une incapacité à se mettre au pas vis-à-vis des moyens. Peut-être que hier, vous connaissez bien tel que les partis fonctionnaient. Dans ma prise de parole tout à l'heure, je mentionnais réellement que finir avec les partis claniques, les partis dans les sacs, il faut en finir avec. Parce que les négociations étaient quasiment les partis de circonscription électorale individuelles. Exactement. Comme on disait, ce n'est pas possible. Parce que quoi? Je suis allé jusqu'à parler de notre devise. Vous ne pouvez pas accepter, diriger les uns les autres et refuser de travailler avec eux. Il faut une ouverture. Le multipartisme intégral que nous avons adopté à la conférence des forces vives de la nation du 9 au 28 février 1990, avec, d'accord, les 25 ans pratiquement où nous avons expérimenté, on a eu les conclusions que c'était intégral là qui était le problème. Mais venir aux grands ensembles, avec ce que nous sommes en train de voir, quel est le courant? Et je pense que le diplomate le disait tout à l'heure, il y a une question d'idéologie qui se pose. D'accord? Et puis les uns ne se retrouvent pas dans une formation politique. On a tout le temps fait le débat. Comment est-ce qu'il faut arriver à contextualiser ces éléments? Parce que pour moi, il faut tenir compte, comme l'a dit Oumar, tenir compte de l'aspect socio-culturel, de l'application du territoire en matière politique et de voir les exigences culturelles même en matière d'idéologie. Parce que pourquoi on doit arriver, la question faite, on doit arriver, et je crois l'avoir dit sur un plateau, on ne peut pas prendre le financement public et écarter ceux qui remplissent les critères. Je l'ai dit pourquoi. On ne peut pas dire avant Marc, pâté, et ne pas permettre à ceux qui sont sur la ligne de départ d'avoir le minimum. Oui, non, oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Voilà, non, il va revenir. Je trouve même pas que ce soit pertinent d'envisager que le financement public soit acquis à toutes les formations politiques. Ce n'est même pas pertinent comme choix. Parce que si c'était le cas, il nous serait loisible de nous entendre, nous aussi, de créer une formation politique et de bénéficier de ce financement-là. Eh bien, le challenge d'un parti politique, je le disais tantôt, c'est de conquérir un électorat, donc de justifier de son assise. Enfin, de lever des sièges. Si vous voulez bénéficier, lever des sièges. Et la loi, par essence, est sélective. Donc, les partis qui n'ont pas, on le sait, il y a des formations dedans. Ça ne se comprend quand même pas qu'on soit une formation politique et qu'on n'ait pas le minimum, c'est-à-dire un siège. C'est justement ça. C'est pour ça que la philosophie, c'est de prôner le regroupement au sein des grands ensembles. Mais les questions d'ego font qu'il y en a qui veulent toujours être devant de la scène. Vous voyez les gens qui font la grande gueule, alors que dans le rapport, ils ont été épinglés comme n'ayant même pas de siège au niveau du département, au niveau national. C'est totalement triste. Et puis, moi, ça montre un peu le degré de perversité, ou si vous voulez que j'emploie un terme un peu trivial, l'incurie qui caractérisait notre environnement politique. On avait 200 formations politiques qui, au bout de 25 années d'exercice, de pratique démocratique, n'ont jamais levé un seul siège de conseil local. Écoutez, on ne peut pas faire la politique comme ça. La politique ne peut pas être un univers mercantile où chacun va au marché faire ce qu'il peut. On ne demande pas aux partis d'aller cultiver des hectares de cailloux pour avoir leur financement, mais convaincre les militants d'avoir une certaine conviction de cotiser. Parce que les partis doivent vivre normalement des cotisations des militants. Tant que le militant n'est pas convaincu, il ne pourra pas. Il ne pourra jamais. Mais je pense pour en tout cas nuancé, on ne peut pas demander de lever le siège. Dans la première phase du rapport de la Sénat, il dit clairement que les partis sont constitués, d'accord, pour animer la vie politique. Oui. D'accord. Donc, est-ce que vous et peut-être aller à la conquête également du pouvoir d'État et le gérer. Aller à la conquête, il y a quand même des exigences. C'est pourquoi il faut se mettre ensemble. On connaît la difficulté dès le départ. Mais quand tu acceptes
fait la base seule, ne faut pas revenir. Exactement. Parce qu'il y a la même loi dit, mais toutes les partis doivent un parti qui ne se présente pas à 2 élections législatives consécutives se verra retirer sans le récépissé. Pardon, Hamzat. Oui. Vous l'avez fait 2 fois. C'est pas grave. Non, la réalité, c'est que, eu égard à ce rapport qu'on a, j'ai failli dire que c'était un rapport cosmétique, mais je ne l'ai pas fait. Ce rapport, en réalité, quand on le décortique, ne mentionne pas en réalité les insuffisances de ces partis politiques. Qu'est-ce qui pousse ces partis politiques? Ou quels sont les critères de la Sénat qui lui permettent d'affirmer que les partis, certains partis la Sénat n'a pas de politiques... critères. C'est la loi, l'article 30 de la Sénat. N'ont pas de siège sur l'échiquier national. Mais c'est quand même des propos assez graves quand vous dites qu'un parti politique n'a pas de siège. Ils sont allés sur le terrain. La mission est allée sur le terrain à interroger les acteurs. Il y a des critères qui sont mis en place qui puissent... Alors, quand j'évalue ces critères ou quand je décortique ces critères dans la réalité, tous les partis politiques n'ont pas les mêmes moyens. C'est ça la véritable réalité. Il y a des partis politiques qui prennent la maison familiale comme siège du parti politique. C'est pour ça que je demande de justifier que cette maison familiale est notre siège. Exactement. Mais vous n'arrivez pas à justifier. Justement, mais donnez-les les moyens pour pouvoir le faire. Est-ce qu'à un moment, je suis d'accord, il ne faut pas se concentrer que sur le financement public ou le financement étatique pour faire vivre un parti politique. C'est d'ailleurs un piège, puisque si vous recueillez à majorité des fonds de l'État pour fonctionner, vous pouvez être édulcoré en matière d'idées. Et d'ailleurs, il fallait en avoir des idées d'abord. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, les partis politiques sont en véritable carence financière. Quels sont les dispositifs juridiques, quel est l'arsenal juridique qui a été réfléchi et mis en place pour faciliter les donations? En réalité, quand on dit oui, il faut que les militants cotisent et tout ça, on sait très bien combien le béninois lambda gagne. On sait très bien que ce n'est pas ça qui va faire tourner un parti politique. Dites-vous très bien que ce n'est pas les maigres moyens des militants qui font tourner les grands partis. Je ne vais pas les citer, mais ce n'est certainement pas les grands. Mais il n'y a pas de disposition ou d'arsenal qui légitime parfois les dons, ce qui fait que parfois deux partis politiques sont obligés de faire des frappes, voilà, exactement, des frappes complètement détournées. Donc c'est ça la véritable question. Il faudrait que les institutions en charge du contrôle des partis politiques, comme la Sénat, comme surtout le ministère de l'Intérieur, puissent s'y pencher et vraiment dans le fond des choses. La deuxième chose, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à moitié peut-être, parce que l'objectif d'un parti politique n'est pas en réalité d'aller au pouvoir, comme l'a mentionné la première phrase de ce rapport. Je suis plus en phase avec Gabin qui disait que l'objectif d'un parti politique, d'abord, c'est d'aller vers la conquête des militants. C'est surtout ça, d'aller vers la conquête des électeurs. C'est d'abord ça. Et pour conquérir l'électeur, il faut des moyens financiers, il faut une idéologie. Faut-il payer l'électeur? Non, aujourd'hui, la réforme, c'est vrai qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur la réforme. Cette réforme, elle a énormément de carences. Cette réforme a été pensée dans un seul contexte spécifique, c'est-à-dire réduit dans un temps très réduit le chiffre pléthorique de ces partis. C'était ça le premier objectif en 2018. Ensuite, ça a été revu en 2019. Oui, mais c'était dans un esprit, l'esprit d'une crise politique ancrée en 2019. On doit être clair là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis au cœur du jeu. Oui, cet aspect-là, parce que le constat a été fait de ce que depuis 1990, aucun acteur politique, aucun membre de formation politique, ça dit que n'est jamais parvenu à accéder à la... J'allais terminer. Ne nous concentrons pas que sur... On ne peut pas dire que c'est mal pensé. Il y a peut-être la meilleure chose. Nous ne sommes pas dans Harry Potter ou Tintin. D'accord. Mais ce qu'il faut faire ici, c'est de prendre des mesures justes, mais surtout pragmatiques, qui vont dans le sens de tout le monde, de la majorité. La majorité n'est pas deux grands blocs politiques. La majorité n'est pas trois grands blocs politiques non plus. La majorité, effectivement, aujourd'hui, regardez dans ce rapport, il y a environ 7 partis
qui souffre des suffisances structurelles, qui souffre des suffisances financières. Mais personne ne le dit suffisamment. Combien de partis politiques ont déjà fermé les portes et les volets? Est-ce qu'on en parle dans ce rapport? Vous savez, on est tous d'accord que ça n'allait pas et qu'il fallait faire des réformes. Mais on devrait être d'accord aussi que cette loi mérite d'être toilettée à nouveau. Absolument. On devrait être d'accord. Le nombre pléthorique de partis politiques qu'il y avait, c'était pas bien pour le pays, d'accord. Maintenant, les 13 partis qui sont régulièrement enregistrés, vous voyez le nombre, la majorité de ces partis peinent à avoir tous les dispositifs qu'il faut pour être parti politique. Actuellement, il n'y a que le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, FCBE, les démocrates, et quelques deux autres partis qui ont toutes les dispositions, ou bien qui ont pris toutes les dispositions pour exister. Oui. Ceux qui prenons le cas de FCDB par exemple, qui n'a pas d'élu, mais qui quand même a réussi des obligations. Je suis d'accord. Mais en majorité, parmi les 13, il y a d'autres qui sont en difficulté. Je ne dis pas. Qu'est-ce qui a changé finalement? C'est pas une réussite parce que ces deux partis cités n'existent pas sur l'échiquier politique, n'animent pas la vie politique. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis même surpris d'apprendre que FCDB est un parti légalement constitué au Bénin. Parce qu'il y a très longtemps que je n'en ai plus jamais entendu. Qu'on l'a connu par le passé, mais il y a très longtemps vous n'êtes pas du courant politique FCDB pour en juger, par exemple. Non, vous devez on entend parler de MPL. Vous devez surpris, par exemple, à mon avis, de ne pas voir RN figurer dans le rapport de UDBN, Noël Bénin de UDBN. Oui. D'accord. Normalement, vous devez être surpris. Vous devez être surpris de ne pas voir RN régulier. Mais FCDB et tout UDBN n'existe plus. Normalement, dans la Renaissance nationale, la surprise pour nous, ça devait être le cas. Venu de cette. Le rapport ne parle pas encore de 2024, la Renaissance nationale. Je ne sais pas si vous avez fini, mais il est important. Je suis déjà convaincu que vous avez dit que ce n'est pas, d'accord, mal pensé, comme l'a dit mon ami diplomate. Ces réformes sont bien pensées. Le système partisan, c'est ça qui nous permet d'arriver à ce que nous sommes en train de voir. Avoir 13 partis politiques dans un pays comme le Bénin, c'est un exploit. C'est un exploit, mais c'est petit. Vous voulez plus, c'est ça? Je ne vous coupe pas. Le vrai souci, c'est d'arriver à prendre les responsabilités. Parce qu'on parle de la politique publique. On parle du pays. On ne peut pas s'amuser avec. Lorsque vous ne pouvez pas, et la loi a été proposée peut-être, mais ce sont les députés à l'Assemblée qui ont légiféré, qui ont voté cette loi. Vous voulez maintenant accuser le Béninois militant ou le Béninois lambda ou quelqu'un qui veut se rendre. On n'accuse personne. On fait le bilan à mi-parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est favorise l'existence de ce petit nombre de partis? Si vous devez aller je suis d'accord et vous ne remplissez pas les critères, vous trouvez que l'expérience est trop éprouvante. Il serait préférable. C'est pas moi qui pose de questions ici, mais moi je voulais savoir, est-ce que tous ces partis dont nous citons, nous parlons là, ne sont pas allés faire ce qu'on a appelé dans ce pays certificat de conformité, ne sont pas allés constituer pour être conforme à la loi du système partisan? Oui. C'est volontiers. À partir de ce moment-là, on accepte il y a une volonté de ça. Si vous ne remplissez pas les conditions, je reprécise ma posture. Ma posture est telle que, d'accord, on est partant pour réformer. Mais au moment actuel, à l'instant présent, est-ce que c'est pas mieux de repenser la réforme? Ce qui est sur la loi, la réforme n'est pas parfaite. Il peut y avoir des problèmes. En tenant compte premièrement de notre passé
Est-ce qu'il faut forcément balayer d'un revers de la main tout ce qui a été fait par le passé pendant les 25 ans que vous avez pris comme référence? Est-ce qu'on ne va pas s'appesantir sur notre manière de faire la politique? Vous avez évoqué les habitudes sociologiques, les habitudes sociales et tout. Est-ce qu'on s'est basé sur ces critères-là pour faire la réforme? Je ne pense pas. D'accord, je crois bien. Je ne pense pas. Moi, je voulais on a tenu compte de l'environnement. Très rapidement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Gabin a dit une phrase très forte. Si vous n'êtes pas conforme à un examen et que vous échouez, vous n'allez comprendre qu'à vous-même. Mais si à cet examen, vous avez un taux de réussite de 3%, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir par rapport à cet examen, par rapport au fonctionnement de cet examen. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un examen est différent d'un concours. Concours ou examen, je parle sur les mêmes motifs. C'est-à-dire vous avez 3% de réussite. Parce que moi, je à cet examen du BPC du bac. C'est ce qui est le cas aujourd'hui au Bénin. Si vous regardez les partis politiques à l'Assemblée nationale, on n'a que 3 partis politiques. D'accord. C'est une fierté de le dire. On est passé d'une centaine de partis à 3 partis. C'est une fierté. Mais n'oublions pas les autres partis qui sont à la rue. L'UDBN dont vous parlez tout à l'heure était à la rue il y a pas longtemps, en essayant en voulant rentrer dans un autre bloc et à un moment en cherchant à se reconstituer. Tout ça montre en réalité que les partis politiques ne vivent pas tel que cela se doit. Et ça, il faut remonter à la réforme. La réforme, je ne l'attaque pas, je continue d'insister là-dessus. La réforme, c'est un très bon début, mais qui est resté toujours bloqué en 2019. J'insiste vraiment là-dessus. Nous sommes en 2024, nous sommes à la période de l'ouverture, nous sommes à la période où on doit se concentrer sur les véritables objectifs de nos populations. Et quels sont ces objectifs? Plus de social. À quel moment on a priorisé ces partis qui ont pour idéologie politique, même si il faut vraiment prendre la chose avec à quel moment on priorise ces partis qui véhiculent l'idéologie sociale? Quels moyens on met en place pour que ça puisse véritablement vivre? Et on dit on a 13 partis politiques aujourd'hui au Bénin. C'est une fierté. Bien sûr, si on regarde il y a quelques années la centaine de partis, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout une fierté d'avoir des partis qui peinent à exister dans l'arène politique, qui peinent à avoir... La faute est à 2 niveaux. J'insiste là-dessus. Le premier niveau est au niveau institutionnel et étatique, qui ne met pas suffisamment de moyens financiers, structurels et stratégiques pour qu'ils puissent en bénéficier de façon claire et nette. Deuxième niveau, c'est à l'État viendra financer leur organisation à l'intérieur. Quand je parle de stratégie, c'est la que vous êtes un parti représentatif. C'est le juridique, c'est l'arsenal juridique. Ça, c'est du rôle de l'État de le faire. Et au deuxième niveau, et je finis là-dessus, c'est au niveau, bien entendu, de ses propres partis politiques, de ces têtes qui sont au-dessus de ces partis politiques et qui, malheureusement, ne mettent pas en place, et c'est aussi leur faute, ne mettent pas en place idéologie, ne mettent pas en place stratégie pour conquérir l'électorat. Et ils vont se retrouver en 2025 à la veille des élections en perte de vitesse et tireront malheureusement une nouvelle fois sur l'État, sur le chef de l'État ou sur son gouvernement. La non-existence de sièges nationaux, départementaux amène à la chute d'un parti politique. Ce n'est pas un financement. Il y en a peut-être qui... Vous connaissez un parti politique qui a chuté en attendant de bénéficier. Il y a des exemples. Vous venez de tenir des propos que moi je ne partage pas. On ne peut pas dire que l'UDBN était dans la rue, même si... J'ai dit des partis politiques étaient dans la rue. Non, l'expression est venue et puis il a dit entre-temps aller dans... Non. Si un parti disparaît, c'est qu'il était à la rue. Aujourd'hui, on parle de RN. Oui. On va faire l'expérience d'une cohabitation. On ne peut pas juger. Je ne voudrais pas que ça se juge. Je ne voudrais pas que ça se juge. Et puis tout à l'heure, j'ai bien dit que aujourd'hui ce n'est plus UDBN, mais c'est RN, et que le constat c'est que on devait actuellement, au départ vous avez dit un rapport qui est disponible ou qui est normalement signé le 25, vous connaissez l'administration, qui peine parfois à prendre. Donc du coup, on se demande si c'est comment on l'appelle, du gasoil
D'accord? Donc du coup, à un moment donné, il faut arriver à harmoniser les choses et ne pas prendre un parti que nous allons décrypter. La Sénat n'est même pas arrivée à ce niveau-là. Donc nous parlons dans une généralité du constat. Et quand vous prenez ce parti-là, par exemple, ces structures, tout ce qu'on a dit dans le rapport, au moins existent. Donc du coup, il y a que nous venons par rapport à l'expérimentation du système partisan. Et puis pour expérimenter ou juger ou faire le bilan d'une réforme, il faut aller à une élection ou deux pour s'asseoir et faire le bilan. Nous venons de faire une expérience. Nous avons, avec le système partisan, organisé les élections législatives, communales et présidentielles. Nous sommes en train de voir ce que ça va donner. Et l'exigence dont nous sommes en train d'être véritablement, d'accord, plus sévère, c'est voir, d'accord, un parti politique dans ces réformes-là présenter un candidat aux élections présidentielles. Puisque ce que nous avons raté pendant 25 ans ou plus, c'est que généralement les candidats viennent de façon indépendante pour venir dans la classe politique. Et aujourd'hui, il faut en finir avec. Oui, allez-y. Il faut en finir, mais on n'est pas prêt d'en finir. C'est vrai qu'il faut faire des analyses, parfois prendre parti, mais parfois il faut être réaliste. Et je fais toujours la distinction entre l'idéal politique et la réelle politique. Ici, nous devons rester dans la réelle politique, c'est-à-dire rester dans le pragmatisme pour ne pas verser dans l'émotion aujourd'hui. Et je pense qu'on en est à 13 ou moins de partis politiques aujourd'hui. Avec la configuration actuelle, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, parce qu'on a déjà fait 5 ans de 18 à 2024, 5 ou 6 ans, on a déjà fait 5 ans, donc 5 ans d'expérimentation, donc nous sommes toujours dans l'expérimentation. Est-ce que vous pensez que dans les 5 prochaines années, on en aura 13 ou on en aura plus que 3 Dans ce cas précis, quel est l'intérêt de l'électeur quand il ne s'identifie pas à une idéologie, quand il ne s'identifie pas à un grand ensemble? S'il y a que les formations politiques régulièrement enregistrées, s'il n'y a que 6 qui répondent aux critères, moi j'estime que le Bénin ne mérite pas d'avoir autant de partis politiques. Donc je pense que ceux qui ne sont pas en mesure de respecter les clauses, de se soumettre aux exigences, ne méritent pas d'animer la vie politique. Le constat, c'est simple. Parce que vous êtes un parti politique, c'est tout un ensemble. Il ne suffit pas d'obtenir du ministère de l'Intérieur récépissé et venir dire voilà, je suis régulièrement constitué. Donc voilà, là, on fait le débat. De temps en temps, quand les autres là, ils iront au pêchoir, ou bien quand ils iront au pouvoir, nous on viendra négocier avec eux comment est-ce qu'on peut insérer les nôtres et tout. Bon, c'est peut-être humain, mais on ne va pas penser qu'un parti politique va rester là et faire de la tricherie tout le temps comme ce. Vont-ils réussir alors, ces partis, à répondre aux exigences? Si ne répondons pas, moi j'invite le ministère de l'Intérieur à prendre cette responsabilité. Vous avez les sièges départementaux, les sièges doivent véritablement fonctionner et vous devez participer aux différentes élections. Moi je pense que ce n'est pas trop demandé à un parti politique. Un parti politique n'est pas créé pour une région, pour une commune, pour un département. Je suis désolé, le parti doit partager sa vision, doit œuvrer pour avoir un ancrage au plan national et donc travailler à ce que, bon, que ce soit pas un parti de région. Le PRD a été éprouvé. Comme par exemple, et puisque le PRD n'a pas réussi à atteindre la barrière des 10% en 2020, le PRD a tiré les conclusions et aujourd'hui, son alliance ça faisait au fait de lui faire perdre d'avoir des autres aussi à faire. Bien sûr, c'est pas une faiblesse au fait. Et je pense que c'est ce que le rapport de la Sénat, même au niveau de la conclusion, en félicitant ceux qui sont à jour, demande à ceux qui ne le sont pas de travailler. Donc on constate, on voit une bonne volonté, d'accord, de l'institution qui, pour moi, à ma foi, est crédible, qui demande aux partis politiques de se mettre à jour pour continuer à animer la vie publique, à continuer à travailler, à sensibiliser, à informer, à former et puis travailler à aller conquérir le pouvoir d'État. Je pense qu'il est important parce que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. D'accord. Donc si vous voulez... En dernier ressort, la loi actuelle a été éprouvée sur toutes les élections possibles au Bénin, communales, législatives, présidentielles. Qu'est-ce que nous avons fait après?
est-ce que nous allons la maintenir comme ça pour les prochaines élections? C'est la question que je me pose. Vous parlez de quelle loi? La charte des partis? La charte des partis. Le code électoral et la charte des partis. Le code a été révisé. Le code a été révisé. Ah oui, mais il y a toujours des graissements. Il y a toujours des chuchotements. Tout le plan numérique, il n'y a pas de problème. C'est important de revoir un peu les choses pour mettre, comme on le dit, pour mettre tout le monde d'accord. Il y a des mouvements politiques qui ne sont pas peut-être encore de partis politiques, qui sont très bien organisés, mais qui ont... Je pense que c'est très bien d'être sur cette dynamique, c'est-à-dire l'État béninois a réussi un challenge, pas l'État béninois, mais le gouvernement Patrice Talon, surtout l'homme Patrice Talon, parce que c'était dans son projet de société et c'est devenu un programme politique qu'il a appliqué. C'est un succès, un franc succès, mais qui souffre toujours de carences. Et vous ne pouvez pas regarder vers l'avenir si vous ne faites pas une introspection par rapport à ce qui n'a pas marché. Énormément de choses continuent de ne pas marcher et je continue et j'insiste là-dessus, c'est mon dernier mot. La réforme est restée bloquée en 2019 dans un contexte bien précis, on ne reviendra pas là-dessus. Et c'est réussi aujourd'hui, sauf que... Il y a eu des assises pour aménager. Bien sûr, des assises en octobre 2019. Exactement, j'en dis combien pas. Mais ce que je dis, c'est peut-être une doléance, même si j'aime pas la doléance, il faudrait véritablement qu'on se penche sur l'avenir et prendre des décisions pragmatiques par rapport à cet avenir. Ne restons pas bloqués sur une époque, sur une période, pour que la population puisse en faire les frais plus tard. Parce que après, la sanction revient à la population. Et en dernier ressort, permettons en 2 secondes, la Sénat fait un travail formidable. Il faut le dire aussi. Mais ce travail souffre énormément de carences. La célérité, on en a parlé. Mais ce n'est pas qu'un problème de la Sénat. Il faut que les institutions, la Cour constitutionnelle, la Sénat puissent désormais prendre parfois des décisions. Mais ils n'ont pas l'arsenal juridique ou ils n'ont pas le principe de responsabilité par rapport à ça. C'est un rapport électoral. Une commission électorale nationale est autonome avant toute chose. Exactement. Vous savez que ce n'est pas la Sénat qui donne les récépissés. La Sénat n'a pas l'autorité à retirer une récépissé. Merci à vous. Merci à vous, Omar Salouf, pour la discussion de ce soir. On va vous dire merci, Garbin Goubi, et merci bien évidemment à vous, Bogar Koupaki. Et on va poursuivre, puisque dans la suite du programme de ce soir, nous avons rendez-vous avec notre juriste expert, il est consultant, Martial Tibiou-Zanou, il est professeur de droit des universités, il nous accompagne dans cette émission sur des thématiques données. Nous verrons avec lui si le contenu du rapport sur l'existence fonctionnelle des partis est une preuve d'incapacité pour les partis à répondre convenablement aux exigences de la charte des partis politiques. Merci à chacun et bonsoir chez vous. C'est une prérogative qui entre dans les fonctions de la Sénat dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle du bon fonctionnement des partis politiques, conformément à l'article 31 de la loi 2019-41 du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 décembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Donc, la Sénat a le devoir de vérifier que les partis politiques sont en conformité avec les dispositions légales. On peut l'attribuer
au fait que les partis politiques, une fois mis en place et les structures de fonctionnalité commencent par la promotion de leurs projets politiques, on peut en déduire qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps de scruter et de parcourir les dispositions légales régissant le fonctionnement des partis politiques en République du Bénin. Car, comme je vous l'ai dit, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, en son article 30 dispose: outre le siège national d'un parti politique qui peut s'ériger en tout lieu du territoire national, il est fait obligation à tout parti politique d'établir un siège fonctionnel dans chacun des départements de la République du Bénin. Et l'alinéa qui suit rajoute que le non-respect de l'alinéa précédent constaté par l'autorité préfectorale fait perdre aux partis politiques concernés le bénéfice du financement public. Voilà qui est clair. C'est une disposition légale. Les partis politiques, suite au rapport qui leur a été remis par la Sénat, qui a pu noter qu'il y a une bonne fonctionnalité, qu'il y a un respect des dispositions par un certain nombre de partis, il y a des insuffisances à corriger et il y en a qui doivent faire en sorte d'arrimer le fonctionnement de leur parti politique conformément aux dispositions légales et à la charte des partis politiques. Ce n'est pas une mauvaise volonté. Je venais de le dire tout à l'heure. Il y a des instruments qui organisent, des lois qui organisent le fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques doivent faire en sorte que la réglementation en vigueur soit respectée dans le fonctionnement de leur parti politique. Le rapport de la Sénat vient à propos. Donc c'est un indicateur fort que la Sénat leur lance pour qu'ils soient plus regardants et qu'ils fassent beaucoup preuve de responsabilité dans l'application des tests, car c'est de ça qu'il s'agit en définitive. La question que vous posez est d'autant pertinente que je puis vous répondre en disant que non. Là encore, on se plonge dans la loi. Tout a été prévu. Pour ce qui concerne le financement des partis politiques, l'article 37, l'article 38 et l'article 39 disposent: on entend par financement public des partis politiques toute subvention et autre aide reçue de l'État par les partis politiques. Les partis politiques régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente loi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État. Donc c'est une faculté que l'État leur accorde. Et à partir de cet instant, l'article 39 dispose que les subventions de l'État aux partis politiques représentent l'aide au financement des activités des partis politiques. Et l'alinéa dernier précise que les conditions et modalités de la répartition du financement public aux partis politiques sont déterminées par une loi spécifique. Et c'est à cette loi qu'on va se référer, la loi numéro 2019-44
du 15 novembre 2019, qui dispose, en son article 6, sont éligibles au bénéfice du financement public les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. Le législateur a bien précisé la notion d'éligibilité, ce qui voudrait dire que un parti politique qui ne respecte pas, ou du moins qui ne se conforme pas, ou qui n'entre pas dans les critères légaux fixés par la loi, ne pourront pas bénéficier d'un financement. Ce n'est pas une discrimination et ce n'est pas une mauvaise volonté de l'autorité à ne pas financer les partis politiques. Alors, les conditions à remplir sont les suivantes. Avoir un siège national et des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile ou d'un bureau privé. Il n'est pas question d'aller se mettre dans un local de circonstance ou d'infortune pour déduire ou pour penser qu'on peut bénéficier. Le législateur a bien prévu et a mis les cas exceptés. Justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti et justifier les ressources financières et leur utilisation. Monsieur le journaliste, voilà qui est clair et limpide. Donc, il n'y a aucune exclusion relative au bénéfice du fonctionnement. Je vous ai expliqué il y a un instant le cadre légal qui démontre la volonté des autorités au plus haut sommet de l'État à financer les partis politiques. Mais pour bénéficier de ces subventions, il y a une loi qui fixe les critères d'éligibilité tels que je viens de vous en donner lecture. On ne parlera pas de pression. Je vous ai dit en entame de cette interview que la Sénat est dans sa mission régalienne. C'est des prérogatives qui sont sous-tendues par des lois et la Sénat, qui est aussi une institution soumise au test de la République, ne fait qu'exercer la mission républicaine qui lui est dévolue. Donc ce n'est pas une question de pression. C'est un rappel aux partis politiques en leur notifiant qu'il ne suffit pas d'avoir eu l'agrément de pouvoir promouvoir la politique de leur parti conformément aux tests de la République, mais encore que ils ne doivent pas, parlant des partis politiques, être amnésiques sur les dispositions législatives qui organisent et régulent le fonctionnement efficient des partis politiques. Ce n'est pas une pression. Tout au contraire, ce rapport qui intervient à bon escient leur donne la possibilité de corriger les insuffisances, de s'améliorer ou de se mettre en conformité avec les exigences légales. Puisque, je vous le dirai tout à l'heure, la non-observation de ces exigences de la Sénat, telles que je vous l'ai déclinées dans les différents démembrements des lois, eh bien, le législateur a prévu des mécanismes pour sanctionner. Je prends le temps de le marteler pour que tous nos concitoyens, par le canal de votre chaîne, puissent l'entendre à satiété. L'article 48 dispose: en cas de violation des dispositions de la présente loi par un parti politique,
Et j'entends par violation l'inobservation de tous les éléments textuels que j'ai mis en relief depuis que nous avons commencé cette interview. Et j'en reviens. En cas de violation des dispositions de la présente loi par un parti politique, le ministre chargé de l'Intérieur peut dénoncer les faits au procureur de la République aux fins, tenez-le pour dit, de la suspension ou de la dissolution du parti politique concerné. Le procureur de la République, à cet effet, en procédure d'urgence, la juridiction compétente qui statue sans délai. Le procureur de la République, je le reprends à nouveau, vu l'importance de cette question, subséquente au rapport de la Sénat, les partis politiques doivent savoir que les dispositions en vigueur prévoient un régime de sanctions. Et l'alinéa 2 dispose « Le procureur de la République saisit à cet effet en procédure d'urgence, la juridiction compétente qui statue sans délai. » Et si elle statue, conformément à l'esprit du test, tel que je vous l'ai décliné à l'instant, eh bien, il y a deux alternatives. Soit c'est la suspension du parti ou la dissolution du parti politique concerné. Sur le plateau du Grand Rendez-vous et en toute franchise, votre rubrique reçoit Irénée Agossa. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un acteur politique, on vous connaît président du parti Restaurer la Confiance. Votre parti, dont le nom figure sur la liste du ministère de l'Intérieur, n'est pas en règle face aux exigences de la charte des partis. Qu'avez-vous ressenti, Irénée Agossa, après la publication du rapport de la Sénat? D'abord, je pourrais dire qu'il y a un dysfonctionnement entre la Sénat et le ministère de l'Intérieur. Et comment? Oui, il y a un dysfonctionnement, d'autant plus que les partis politiques sont directement en lien avec une direction chargée de la gestion des partis politiques au ministère de l'Intérieur. Donc la vie des partis politiques, on peut constater si un parti vit ou pas au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc moi, je me suis dit que c'est encore une forme de dysfonctionnement de l'administration. Et donc vous avez été surpris par cette d'autant plus que ça a été toujours quelque chose ainsi qui se produit. Parce que nous, on s'est déjà dissous selon la forme qu'il faut au niveau du parti UP Le Renouveau et depuis le 23 juin 2023. C'est-à-dire donc que votre parti est dissous, que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Depuis juin 2023. Depuis juin alors 2023, que la commission a travaillé. Le rapport a été transmis légalement selon les tests au ministère de l'Intérieur sur le numéro 4971. Donc ils n'ont qu'à aller voir, je les informe pourquoi ils sont encore en train de parler de... Et quand vous avez dissous votre parti, vous avez saisi la direction du ministère, oui, vous n'avez pas eu de retour, dès que vous faites une dissolution, il y a plusieurs formes de dissolution. Et quand vous faites cette dissolution, vous informez le ministère de l'Intérieur pour dire que votre parti n'existe plus. Et du coup, le ministère de l'Intérieur doit envoyer la liste des partis en règle vers la Sénat et les différentes organisations qui vous invitent à des formations. Il n'y a pas que la Sénat, il y a d'autres structures qui forment les femmes politiques, etc. Et bien, nous ne sommes plus informés. Nous ne sommes plus informés de ces formations, d'autant plus qu'ils sont désormais informés que nous n'existons plus en tant que parti politique au Bénin. Alors ça fait pratiquement un an que votre parti est dissous. Donc nous, on a vu que la Sénat est en retard, bon, donc ils n'ont qu'à rattraper leur retard. C'est-à-dire donc dans ce rapport, vous ne vous retrouvez pas? Nous ne sommes même pas concernés. D'autant plus que nous, on n'est plus membre, je ne suis plus président de RLC, puisque RLC n'existe plus. Et les membres
de RLC sont déjà membres de UP Le Renouveau. Oui. Je suis déjà responsable de UP Le Renouveau, je suis membre du bureau politique. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à dissoudre votre formation politique? C'est tout à fait normal parce que nous avons créé le parti pour pouvoir nous exprimer et parler de notre vision et de notre programme d'action par rapport aux problèmes qui se posent aux citoyens. Ça dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, etc. Donc nous avons un programme d'action et nous avons une vision. Quand vous lisez la charte des partis, cela ne vous interdit pas de créer un parti. Nous avons respecté les conditions, nous avons créé le parti. Mais à partir des élections de 2023, nous avons constaté que le peuple aspire à des grands ensembles. Le peuple aspire à des grands ensembles. Donc les résultats de 2023 nous prouvent qu'ils ont voté seulement pour les grands ensembles. Nous avons pris la décision dès l'instant qu'il faille trouver un des ensembles qui en fait répond à la vision de notre parti et qui a des corrélations parfaites en ce qui concerne bien sûr notre programme d'action. Et nous avons trouvé que UP Le Renouveau progressiste, donc qui tient compte bien sûr des visions de gauche comme de droite, mais axé bien sûr sur la valeur du travail, la valeur humaine, nous avons dit que cela convient bien sûr à nous et que nous qui sommes bien sûr de la droite progressiste, que nous avons notre place au sein de ce parti. Et nous avons choisi ce parti pour mener désormais notre combat au sein de ce parti et faire en sorte que nous soyons plus audibles et qu'on mène le combat au sein de ce grand ensemble. Alors depuis votre entrée, est-ce que vous sentez que vous êtes véritablement audible, vous, Irénée Agossa, et que pensent vos militants de cette décision que le parti a choisi de se fondre dans l'Union progressiste Le Renouveau? C'est à l'issue d'un congrès extraordinaire que nous l'avons fait. Il y a eu de longs débats. Je ne peux pas vous dire qu'il y a eu unanimité. C'est faux, tout à fait faux. Donc il y a d'autres, une minorité qui en fait ne voulait pas de ça. Mais je pense qu'ils vont nous donner raison maintenant parce que nous avons dit que compte tenu des exigences actuelles, il faut une mutation. Une mutation, et dans cette mutation, nous sommes obligés d'aller nous fondre dans un autre parti. Donc, il y a des gens qui ne sont pas pour, c'est une minorité, et qui ont choisi, quand je ne peux pas vous dire là où ils en sont aujourd'hui, mais nous qui sommes là, la majorité, nous nous retrouvons bien sûr dans le système actuel avec UP Le Renouveau. Nous sommes dedans, nous ne sommes plus responsables, je ne suis pas le président, donc j'ai désormais un président, donc j'ai les structures du parti, moi je suis membre du bureau politique, d'autres sont membres du bureau politique avec moi, d'autres se sont retrouvés dans les structures de base, c'est-à-dire les sous-sections et les sections, les cellules de base à partir de leur localité, et on s'est mis tous ensemble dans la logique de la loyauté et du respect du principe de développement de ce parti. Alors un parfait mariage aujourd'hui que vous célébrez avec l'Union progressiste Le Renouveau, le fonctionnement de ce parti vous plaît-il au regard donc des prises de position sur l'actualité qu'on ne voit pratiquement pas, alors que vous, on vous connaît, vous êtes bien au contact de l'actualité, vous dénoncez quand il s'agit de dénoncer, vous applaudissez quand il s'agit d'applaudir. Avec le fonctionnement de l'UP Le Renouveau, la discipline de groupe, est-ce que vous vous sentez véritablement à l'aise, vous, Irénée Agossa? Je me sens à l'aise, d'autant plus que la stratégie au sein du parti, c'est la stratégie de la mise en place des structures de base. Il n'y a pas de parti sans structure. Et pour être même conforme aux exigences de la charte et permettre à ce que nous puissions gagner les élections prochaines, il faut mettre l'accent sur les structures. Et c'est ce qui a été fait depuis. C'est ce qui a été fait depuis. Vous allez constater plus que nous sommes présents à la base. Allez-y dans les villages, allez-y dans les arrondissements, allez-y dans les communes. Ça s'anime à tout moment. Et c'est là la vie réelle d'un parti. Donc nous sommes au courant désormais des problèmes que vivent les populations par rapport à leurs besoins et les satisfactions qui se manifestent au niveau de ces populations pour que nous puissions aller dans le sens du soutien au gouvernement et permettre à ce que nous puissions apporter
le rectificatif et que les populations soient à l'aise. C'est surtout à ce niveau qu'il faut agir. Évidemment, vous avez dit qu'il faut qu'on nous constate, on nous voit au niveau des médias, etc. Je peux dire que c'est général, d'autant plus qu'il y a un appauvrissement du débat. Et ce n'est pas dû à l'Union progressiste pour du renouveau, le renouveau. En réalité, suivez que les forces qui s'opposent, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la même logique que le gouvernement, fuient le débat, ne posent pas le débat. C'est le sentiment. C'est le sentiment, d'autant plus que la logique chez eux est fondée sur l'hyper-personnalisation de leur structure et non la vision qui doit conduire à ce qui est débat. On s'oppose à l'action du gouvernement par rapport à quoi? Par rapport à qui, etc. C'est ça ce qui doit se faire. C'est ça ce qui doit se faire et à ce niveau, il revient maintenant aux partis qui soutiennent l'action du gouvernement de réagir. Mais dès qu'il y a cet appauvrissement du débat politique dû au fait qu'il y a l'hyper-personnalisation d'un côté, nous sommes tenus de ne pas entrer dans cette logique-là. Quand vous entrez dans cette logique, vous allez contre même la réforme partisane. La réforme partisane est contre l'hyper-personnalisation. La réforme partisane est contre la régionalisation. La réforme partisane est pour l'unité, la cohésion et pour désormais le dialogue fondé sur les idées, les programmes qui doivent s'affronter. C'est ça. Et non sur des ragots et sur des problèmes de personnes. Alors, chef de parti, entre-temps, vous n'avez plus cette casquette, ça, on le rappelle, désormais, vous êtes réduit à membre du bureau politique de l'UP Le Renouveau. Suffisant pour vous? Ah oui, c'est suffisant, d'autant plus que ce n'est pas suffisant. Et si je vais dire que je me mets dans la logique de la carrière politique, il faut se battre. Il faut se battre. Être dans un parti, ce n'est pas comme aller à l'église. Quand vous allez à l'église, on vous permet de vous asseoir. Mais quand vous rentrez dans un parti, c'est les jeux de coude. C'est les jeux de coude. Les gens sont déjà dedans. Et vous devez manifester votre loyauté, vous devez manifester vos compétences au sein de ce parti, vous devez manifester votre fidélité et vous devez manifester votre capacité à pouvoir faire progresser le parti sur plusieurs terrains. Et vous allez être actif au niveau de votre secteur de popularité. Vous devez le faire. Donc ça, je le fais. Je suis en train de le faire avec d'autres. Et dans le sens, bien sûr, de notre vision, nous avons une vision. Ce que vous apportez, est-ce que c'est apprécié de ceux qui étaient avant votre arrivée? Ben évidemment, il faut que ça soit seulement dans la logique du parti. Dès que c'est dans la logique du parti, ça s'apprécie. Dès que vous quittez la logique du parti, il y a débat. Et s'il y a débat, vous vous entendez. Les cadres pour pouvoir en fait faire ce débat existent et ça permet de trancher. Donc aujourd'hui, je peux dire que ce cadre existe, ces cadres existent et ça permet d'évoluer. Alors le parti a un président, c'est Joseph Fifame Diogounou. Quels sont vos rapports avec lui? Rapport de fidélité, de loyauté et surtout de respect et de soumission militante. Je dis bien de respect et de soumission militante. Je suis militant de ce parti, je suis responsable à un niveau. Il est le président du parti, donc c'est lui qui incarne à un niveau plus élevé les visions du parti, la vision du parti et les programmes du parti aujourd'hui. Donc je lui dois respect absolu et fidélité dans le cadre du parti. Il est président du parti. Donc au-delà de ça, vous savez qu'on a été tous au président et mouvement estudiantin au campus, donc on se connaissait, mais nous sommes dans ce cadre et je pense que ça évolue très bien. Incarne-t-il véritablement le parti? Mais pourquoi je vais douter? Si je doute, alors ça veut dire que je ne suis pas membre de ce parti ou bien je dois le faire remarquer au sein du parti. C'est lui qui incarne aujourd'hui la vision du parti. Et c'est lui qui nous représente partout. Et pour que je parle au nom de ce parti, il faut que je lui dois respect. Tous ceux qui ne lui doivent pas respect,
alors ne sont pas dignes d'être membres du parti. Ça là, c'est cohérent. Maintenant, si vous êtes d'une autre vision au sein du parti, vous vous battez au sein du parti pour qu'au prochain congrès, qu'il ne soit plus président de ce parti. Mais cela ne vous donne pas le droit de ne pas respecter l'actuel président du parti, puisque c'est lui qui est le président actuel. Si vous ne le respectez pas, et que même vous devenez président demain, c'est qu'il y a d'autres courants qui seront contre vous. Mais ces courants vous doivent respect, parce qu'en ce temps-là, c'est vous qui êtes président. Donc, pour cela, on lui doit respect. Et c'est lui, aujourd'hui, qui incarne la vision du parti. Alors, votre parti, l'UP Le Renouveau, se targue aujourd'hui d'être le premier parti en République du Bénin. Est-ce que cette formation politique répond aux aspirations des Béninois? Ah oui, ça c'est la dynamique actuelle. La dynamique actuelle, nous ne sommes pas encore au pouvoir. Je dis, le parti n'est pas encore au pouvoir. Le parti soutient l'action du gouvernement. Et c'est là où il faut féliciter l'actuel chef d'État, avec son équipe, et sa vision qui dit, désormais, il faut que le parti soit au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous installer, et nous sommes déjà installés, pour pouvoir répondre à travers notre programme d'action aux aspirations du peuple. C'est clair, et c'est une dynamique qui se met en place. Donc, nous avons ce défi à relever, dans le cadre, bien sûr, de la mise en œuvre de la réforme partisane. Puisque ce n'est pas ce processus qui a amené l'actuel président et l'actuelle équipe gouvernementale au pouvoir. Non, c'est un autre processus. Mais lui, il a eu le courage, depuis 1990, de dire qu'il faut inverser la tendance. Et moi, je me suis battu toute ma vie politique pour que les hommes politiques assument leurs responsabilités constitutionnelles et qu'ils gèrent l'État. La vision d'un parti et l'objectif d'un parti, d'abord, c'est la conquête du pouvoir d'État. C'est ça que nous devons faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette logique et c'est une dynamique. Et cette dynamique doit permettre et nous obliger d'ailleurs à être plus présents partout dans le pays et pouvoir répondre désormais de façon cohérente aux aspirations et aux besoins du peuple. D'accord, nous allons marquer la pause comme à nos habitudes dans cette séquence en toute franchise. Juste après, on va aborder les élections générales de 2026. On va vous proposer de repartir un peu, tant soit peu dans l'histoire, ce que nous appelons la cassette. Quelques petites minutes et on revient. Le chef de l'État a besoin plus que jamais, dans ce dernier virage, d'un soutien entier, un soutien total. C'est pour cette raison que je vous convie tous, toutes ici, à ce que nous soutenons dans cette 15e circonscription la liste des candidats de la FCBE. Notre leitmotiv de tous les jours, la révision de la Constitution actuelle, est le thème de campagne de la FCBE, ce qui entre dans la droite ligne du programme politique du chef de l'État et qui conduit directement vers des réformes les plus audacieuses. Nous devons le faire en ayant la foi, l'audace et l'engagement qu'il faut pour gagner ce combat. Non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités. Il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Et je reviens sur les propos du président. Nous allons nous battre pour que cette conférence dont nous parlons soit réalisée. Nous comptons sur vous. Vous devez choisir notre bulletin ce jour-là et accepter une fois encore que la souveraineté est à vous. Vive la République, vive la dynamique de la restauration de la confiance, vive le développement de notre pays. Je vous remercie. Et voilà, oui, je vous vois sourire. Et rien que ça, oui, dites-nous, qu'est-ce qui vous fait sourire dans tout ça? L'acteur politique est-il resté tout le temps constant? Ou à un moment donné, il y a eu des... Vous savez, nous avons une capacité extraordinaire en politique, et ce que peut-être vous n'avez pas. Nous défions Dieu.
Nous défions Dieu, d'autant plus que et tout ce que nous disons, nous n'avons pas le pouvoir de sa réalisation. Parce qu'il y a des contraintes. Je vous donne simple un exemple. Tous ceux qui ont fait des programmes ne savaient pas que le Covid serait là. Mais le Covid a bouleversé tout le programme. Et on ne sait pas quand on peut mourir, etc. Mais néanmoins, nous avons l'audace, le courage de faire des propositions. Donc, dans ce cadre, tout ce que nous disons, nous ne devons pas le dire en notre nom, on devrait le dire en disant que Dieu fasse que ça se réalise. Et quand je vois tout ce que j'ai dit depuis même la révision de la Constitution jusque-là, il y a une constance extraordinaire que je remercie Dieu de me l'avoir donnée. Moi, j'ai été toujours pour la révision de la Constitution. Allez voir en ce temps, ceux qui m'ont combattu, ils sont revenus sur la révision de la Constitution. Et nous sommes ensemble maintenant en train de défendre la révision de la Constitution. Moi, j'ai dit que cette révision est utile pour le pays. Je suis constant, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas réviser, passer une autre bande. Vous allez voir que j'ai toujours été constant. Une constitution doit être révisée parce que le mécanisme de révision est au sein même de la Constitution. Alors, donc, vous avez été constant par rapport à la révision de la Constitution. C'est une aberration et c'est un indicateur de sous-développement de dire ne touchez pas ma Constitution, ne faites pas ça. Alors, vous parlez de constance par rapport à la révision de la Constitution, mais dans les postures politiques ou les positions politiques, vous êtes passé du nationaliste à la FCBE, vous avez transité par la case candidat à la présidentielle avec la vague orange en 2021, après vous avez formalisé votre parti politique RLC qui n'a pas fait long feu, vous avez atterri désormais dans l'UP le renouveau. La prochaine destination, ça sera quoi? Devrait-on continuer de parler de constance des acteurs politiques? Nous sommes dynamiques, d'autant plus que quand je vous prends, vous n'étiez pas dans ce studio. Oui. Il y a une dynamique de progression. Je suis dans une dynamique de progression et il faut s'adapter au contexte actuel. Moi, j'ai toujours eu des idées claires sur le développement du pays. Et j'ai eu la chance de défendre dans ce pays une vision dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc, et ceux qui se moquaient de moi, j'en trouve maintenant qu'ils veulent être président de la République. Je veux voir comment ils auront le parrainage, quand bien même ils seront membres de leur parti. Puisque vous avez réussi à... Moi, j'ai réussi à connecter le parrainage quand je n'étais même pas membre du parti qui détenait le parrainage. Si vous ne le savez pas, c'est un génie. Je me qualifie. Et je dis en ce temps que je défendais une vision claire et je l'ai défendue jusque-là. Tout doit se faire à travers les urnes dans notre pays. Je suis dedans. Et pour moi, on ne doit jamais prendre le pouvoir par la force, ni par les rues. J'ai été clair. Et cela m'a toujours opposé à ceux qui me disent que je ne suis pas stable. Moi, j'ai été toujours constant. C'est eux qui ne sont pas constants. D'autant plus que moi, je dis, il faut absolument aller vers les urnes. Et quand vous voyez ma progression, j'ai été vers les urnes. Aujourd'hui, moi, je sais combien de Béninois, quand je passe dans les rues, quand je vais dans les villages, de votre pourcentage de suffrage que vous avez recueilli. Alors, vous parlez des urnes. Les urnes, ça attend les Béninois. En 2026, les élections générales qui retiennent les attentions, une sorte de grand test pour la démocratie, mais cela ne semble pas préoccuper les acteurs politiques, notamment les partis politiques. Mais est-ce que vous avez ce sentiment? Ça nous préoccupe, nous, d'autant plus que je vous ai dit que nous avons fini le point au niveau des sections et des sous-sections, et nous sommes en train de faire le point des besoins au niveau des cellules. Donc, il faut élaborer un programme sérieux pour pouvoir aller aux élections. Ce n'est plus comme en temps. Donc, notre programme doit pouvoir répondre aux besoins des populations dans les arrondissements pour permettre à ce que nous ayons autant d'élus locaux et gérer la majorité des mairies. Nous devons avoir un programme qui convient bien sûr aux circonscriptions électorales de manière à ce que nous ayons assez de députés et maintenir notre position de première force politique au Parlement. Et pour le faire, il ne faut pas dormir, il
faut pas venir seulement sur les plateaux. Il faut aller à la base, il faut travailler à la base. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour finir, dégager le duo qui va porter un programme qui répond maintenant aux besoins du peuple et qui va être le prochain président de la République. Mouvance, nous sommes en train de le faire. Oui. Non, nous sommes en train de le faire. Société civile, tous sont attentistes. Est-ce que vous comprenez pourquoi on s'observe, on se regarde, mais personne ne réagit véritablement. Personne. En quelques mois. Mais nous réagissons. Moi, je ne sais pas pourquoi vous dites que nous ne réagissons pas. Nous avons notre programme, nous avons notre calendrier, nous avons désigné les différents candidats. Je ne vois pas le parti politique sérieux qui ne pourra pas commencer par désigner les candidats en son sein pour les communales d'ici décembre. Vous savez combien de dossiers il faut prévoir pour être à jour à la Sénat? Vous savez combien de communes, combien d'arrondissements nous avons pour pouvoir avoir tous les dossiers et voir les militants les plus sérieux et pouvoir répondre aux exigences de la Sénat? Ça doit commencer en décembre. Et pour que ça commence en décembre, il faut préparer le terrain, il faut savoir qui sont ceux qui sont les réels militants et ceux qui incarnent bien sûr la vision du parti à la base et qui sont choisis d'ailleurs par les militants à la base et qui doivent pouvoir faire campagne avec eux. Désormais, c'est ça. Désormais, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, le schéma a changé. Comme le schéma a changé, il y a une période de transition, et ce qui fait que vous ne constatez plus la même forme d'animation qui existait en temps. Le schéma a changé. Le code électoral aussi qui a changé. Le code électoral que d'aucuns qualifient de code électoral de la discorde. Quelle réponse apportez-vous à cela? Ils ont plutôt une réaction de la discorde. Ils n'ont pas, le code électoral n'est pas un code électoral de la discorde. C'est eux qui ont une réaction de la discorde. Dites-moi quelle est l'étape à laquelle le code électoral a été un code électoral de discorde. Ça a suivi tout ce qu'il y a comme procédure légale dans notre pays. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça c'est votre droit. Mais dire que c'est de la discorde, c'est faux. Ce code électoral, c'est un code qui nous permet de réaliser l'objectif de développement dans notre pays. C'est ce code qui nous permet de renforcer, bien sûr, la réforme partisane. Et qui fera que nous aurons de grands ensembles installés sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'aurons pas de partis régionaux, nous allons éviter l'ethnisation des partis politiques, comme ça a été le cas au temps des Aomandegui, Manga, Akwiti. Nous aurons maintenant de grands ensembles. Et nous aurons de vrais dirigeants du pays qui vont incarner la vision d'un parti et permettre qu'il y ait une véritable animation de la vie politique. La dernière question, puisque nous sommes pratiquement au terme de cet entretien, quelle part prendra l'acteur politique, membre de l'Union progressiste, le Renouveau, Irénée Agossa, dans le débat politique de 2026? Comme d'habitude, je prendrai une part qui me serait confiée par le parti politique compte tenu de mes compétences et de mon militantisme. Dans tous les cas, dites-vous que je suis engagé dans le parti, donc c'est compte tenu de mon engagement, compte tenu de ma loyauté, compte tenu de ma fidélité, compte tenu de mes compétences, le parti va m'utiliser. Et là, je vous assure, je vais jouer mon rôle à fond. Et puisque vous avez je vais jouer ce rôle à fond de manière à ce que ce code électoral soit appliqué. Alors, et puisque vous avez déjà été candidat à la présidentielle une fois, en 2021, dans un duo de candidature, si on portait le choix sur votre personne, vous répondrez oui, après l'expérience vécue? Le choix sur moi? Oui. Alors là, mais je dirais bravo à ceux-là. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, je n'y pense même pas encore. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui y pensent encore dans le parti. Aujourd'hui, c'est d'avoir un parti fort, un parti solide, de manière à ce que toute personne qui serait désignée, tout duo qui serait désigné au sein de ce parti, puisse nous amener à la victoire. À l'image de ce qui se passe aux États-Unis, vous avez vu, avec Kamala Harris. Dès qu'on a vu que le président a été démonétisé, et lui, il n'a plus sa valeur dans la campagne, immédiatement a pris Kamala Harris. Et vous voyez comment elle répond. Ce n'est pas elle qui répond en réalité. Elle a pris l'image du parti et le parti s'est déployé sur le terrain. C'est cela ce que nous devons faire pour que ça marche désormais dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Irénée Agossa. On rappelle aux téléspectateurs que vous n'êtes plus le président
du parti Restaurer la confiance, puisque cette formation politique n'existe plus. Elle est dissoute et elle est désormais membre intégral de la formation politique IP Le Renouveau. Et vous êtes membre du bureau politique de cette formation politique. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation, mesdames et messieurs. C'est sur ce point que nous allons vous dire un grand merci. Merci de votre attention. Chez vous, c'était le grand rendez-vous. À dimanche prochain. Le Forum international du cadre de vie revient pour sa 2e édition. Du 10 au 12 octobre 2024 à Cotonou, ce prestigieux événement regroupera des experts, des décideurs politiques, des capitaines d'industrie et des acteurs de la société civile pour partager des idées innovantes et des bonnes pratiques en matière d'urbanisme et de gestion environnementale visant à transformer durablement l'Afrique. Des conférences-débats, des panels, des tables rondes, des ateliers thématiques et des concours pour promouvoir, éduquer, connecter et inspirer. Le Forum international du cadre de vie, c'est également le rendez-vous des meilleures idées en architecture. Venez nous rejoindre à Cotonou pour échanger, apprendre et collaborer pour bâtir un cadre de vie durable. Pour toute information, contactez-nous au 61 52 12 14 ou par mail info@forumducadredevie.bj.